Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1. On va revenir sur le début de saison de Formule 1 avant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On n'a pas fait les deux dernières courses en débrief, le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco, mais j'ai pas eu trop de temps. Déjà pour le cyclisme, donc c'était encore plus compliqué pour la Formule 1. On fera le débrief bien entendu d'Azerbaïdjan et puis ensuite on reprendra un rythme, on va dire, beaucoup plus habituel. On va revenir sur ce début de saison du côté de la Formule 1. On va voir un petit peu les pilotes qui ont performé, les pilotes qui n'ont pas performé. C'est un petit peu un conseil de classe de ce début de saison. On va faire la même chose avec la MotoGP également. Puis on fera la même chose avec le Tour d'Italie du côté du cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous a plu en ce début de saison, qui vous a déplu, à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez qu'on approfondisse sur tel ou tel pilote. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre peut-être également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclistes, Formule 1, enfin voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. On va retrouver un rythme... le rythme est un peu plus chargé que lors des 10 derniers jours. On commence tout de suite avec cette saison 2022. Moi, qu'est-ce que j'en pense au début de saison 2022 ? Je trouve que on a retrouvé un peu de spectacle en début de saison. Et puis là, ça fait depuis quelques courses qu'on retrouve des grands prix un peu moins passionnants. J'ai l'impression que la hiérarchie commence vraiment à être visible, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie maintenant. On voit que Ferrari, Red Bull sont quand même devant, et puis j'ai un peu peur que Red Bull ait trouvé son rythme de croisière et soit un peu devant Ferrari désormais. Mercedes, ça progresse un peu, mais il manque encore un peu de performance pour aller taquiner les meilleurs. Et puis on a un Sergio Pérez qui fait vraiment une grosse première partie de saison, qui enchaîne les très bons résultats, c'est l'un des pilotes les plus réguliers aux avant-postes. Et puis on a des pilotes qui ne sont pas au niveau pour le moment, et pas que les Canadiens. On y reviendra là-dessus également. Il y aura pas mal de pilotes top, je me suis aperçu. On a pas mal de pilotes top, un peu moins de pilotes flop, et quelques pilotes moyens également dans cette vidéo. Mais on a retrouvé quand même un peu de spectacle sur les premiers Grands Prix. C'était un peu moins le cas ensuite. On s'aperçoit que c'est encore un peu compliqué quand même pour se suivre, qu'il y a aussi surtout des différences de performance entre les voitures. Et puis on voit aussi que les crashs sont quand même très gros. Je pense au crash de Schumacher, que ça soit à Jeddah et à Monaco. On s'aperçoit que le poids des voitures est un vrai problème au niveau des pistes, parce que quand elles tapent dans le Tech Pro, elles tapent très fort et pas forcément à grosse vitesse. Je pense également au crash de Ocon à Miami. On est sur des crashs avec beaucoup de jets, alors que les chocs sont pas si importants que ça. Donc j'ai l'impression que c'est le poids des voitures qui fait que les chocs sont beaucoup plus violents. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Il va falloir faire attention à cela au niveau de la sécurité. Et puis, on a eu des belles courses, je pense, notamment l'Arabie Saoudite, c'était pas mal. Même Bahreïn en début de saison. Puis il y a eu des grands prix un peu moins fun. C'est vrai que Monaco, ça a été foufou en termes de stratégie, mais peut-être pas un peu moins foufou en termes de spectacle en piste. J'ai envie de dire que c'est un peu Monaco aussi. Et puis, moi, c'est le Grand Prix d'Espagne où j'ai pas pris énormément de plaisir à le regarder. Et puis Miami, bon, on n'y reviendra pas là-dessus, que j'ai trouvé le circuit inintéressant. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence par Esteban Ocon. J'ai mis 14 sur 20 sur sa première partie de saison à Esteban, que j'ai trouvé vraiment pas mauvais. Je l'ai trouvé solide, constant dans les résultats. On voit que quand il est dans les points, il a toujours été dans le top 8. Il manque encore un petit peu de performance en qualif. Où il pourrait faire peut-être une chouille mieux. La pénalité à Monaco, pour moi, elle n'était pas justifiée. Il est devant Hamilton. Je vois pas pourquoi on va lui foutre une pénalité à Ocon. Voilà. Bon. La direction de course, il n'y a pas que Michael Masi qui est incompétent.
Bah, j'étais inquiet quand j'ai vu que ça serait Freitas, moi, hein, comme directeur de course sur sur la moitié des grands prix de l'année. Parce que Freitas, je trouve pas qu'en endurance, on ait un championnat qui soit hyper bien en termes de décision. Au niveau des pénalités, je trouve que parfois c'est assez litigieux. Donc on retrouve encore des décisions qui sont très litigieuses, surtout un manque de cohérence entre les décisions qui m'insupportent terriblement. Au moins si on avait des décisions litigieuses, mais qu'il y avait un minimum de cohérence entre chaque décision, sauf que non, c'est pas le cas. Là, Ocon, il a rien à se reprocher sur l'action, quoi. Voilà, je trouve ça assez regrettable. Mais bon, il y a eu Émilie Romagne aussi, ça n'avait pas été simple. Il a enchaîné également les Q3. Enfin voilà, il a des meilleurs résultats et surtout plus de constance. J'ai l'impression qu'il a enfin trouvé son rythme de croisière chez Renault. Et il est devant Alonso en plus, ce qui n'est pas rien aussi au niveau championnat pilote. Alors certes, Alonso n'a pas été aidé par les problèmes mécaniques, hein, il a enchaîné les problèmes mécaniques, mais c'est bien quand même pour Esteban Ocon de montrer que voilà, il marque quand il peut. Alors le problème, c'est que la Renault est peut-être un petit peu décevante. On s'attendait à mieux quand même du côté de chez Renault. Or, l'écart est toujours aussi important que l'année dernière, que les années précédentes. Ça sera compliqué de monter très haut dans la hiérarchie. Il va falloir trouver une solution. On ne peut pas avoir un écart aussi important avec les têtes d'affiche quand on est Renault, constructeur généraliste, et qu'on veut jouer les têtes d'affiche. C'est pas possible. Mais je trouve que Esteban, vraiment, moi, j'ai bien aimé Jeddah, j'ai bien aimé aussi ce qu'il a fait en Espagne. Je trouve que voilà, il y a eu des résultats très intéressants pour le pilote français. On peut même noter la 8e place à Miami, alors qu'il avait eu un week-end vraiment compliqué. Donc c'est bien ce que fait Esteban Ocon en ce moment. Je poursuis avec Pierre Gasly. J'ai mis 8 sur 20 pour Pierre Gasly. Je vais me faire incendier par les fans de Pierre Gasly. Mais tout simplement parce que le début de saison, il n'est pas top. Seulement 2 fois dans les points. C'était à Jeddah et en Australie. Et puis très peu de résultats très concluants. Avec une AlphaTauri, il faut le dire, qui n'est pas très performante. Mais bon, AlphaTauri n'a jamais très bien géré les changements de réglementation. Que ça soit 2009, que ça soit 2014. Certes, ils n'étaient pas aidés avec le moteur Renault, mais ils ont toujours eu du mal avec les changements de réglementation. Donc c'est le cas là encore pour Pierre Gasly. Est-ce que aussi il n'enchaîne pas un peu des résultats un peu plus difficiles depuis que on parle de lui chez McLaren? Bon, avec le renouvellement de Sergio Pérez, c'est sûr que Pierre doit partir du giron Red Bull. Il y a peu d'opportunités qui sont très intéressantes. Il y a peut-être l'opportunité Alpine, se retrouver avec Esteban Ocon, si Alonso partait. Moi, je considère que l'opportunité Aston, faut voir. Faut voir si on a l'assurance d'avoir un constructeur qui se lie avec Aston Martin au niveau, enfin un grand motoriste, notamment on pense à Audi ou autre, qui se lie avec Aston Martin. Je ne vois pas pour le moment Aston Martin être très performant dans les mois à venir. McLaren, c'est pas mal. Bon, après, McLaren a quand même refusé une offre de rachat de la part de Audi. Mais McLaren sait faire des voitures et en ce moment ça se passe pas mal. Par contre, il faut faire avec Lando Norris, qui est un petit peu l'enfant chéri, ce qui ne sera pas évident pour Pierre Gasly. Et puis changer de giron aussi, hein, c'est pas toujours facile. Après, voilà, t'as pas beaucoup d'opportunités pour montrer ton talent non plus, hein, donc moi j'irais chez McLaren aujourd'hui. Il y avait peut-être plus d'opportunités dans les années précédentes. Mais du côté de Pierre, 8 sur 20, parce que pour quelqu'un qui prétend être un très bon pilote, et ce qu'il dit maintenant en interview, il ne se cache pas. C'est pas un bon début de saison, il a raté des opportunités. En termes de stratégie, ils ont aussi raté des opportunités. Je pense que Monaco est quand même c'est un manque cruel de stratégie en qualif, quoi. Les mecs se sont complètement plantés. Et on sait qu'ensuite, pour le dimanche, c'est compliqué, même s'il fait un bon début de course. En plus, il n'a pas été aidé par le drapeau rouge non plus, Pierre. Donc voilà, sa fin de course a été plus compliquée. Mais même Émilie Romagne, je trouve qu'il y a un manque de performance pour le moment pour Pierre Gasly. Ça fait quand même 4 grands prix sans être dans les points d'affilée.
Là aussi, c'est pas vraiment une réussite pour le moment pour Pierre. Et puis devancé quelquefois par Tsunoda aussi, hein. Je pense notamment à Bahreïn, mais surtout en Émilie-Romagne, où il était largement mieux que Pierre. Donc ça, c'est aussi pas top quand on veut changer d'équipe, quand on est un peu parfois derrière son équipier. Même si Tsunoda, on connaît sa pointe de vitesse du côté de la F2 et de la F3. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur Pierre, à part qu'il va falloir réussir à faire une meilleure deuxième partie de saison, parce que sinon l'année va être un peu compliquée. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes, oui, je commence avec Verstappen. 19 sur 20 pour Verstappen. Raison extrêmement simple. Quand on a abandonné 2 fois sur ses premières courses, réussir à être en tête du championnat du monde, c'est très fort. 4 victoires, une 3e place à Monaco. C'est vraiment excellent pour le moment ce que produit le pilote néerlandais. Voilà, dommage ces 2 abandons, mais j'ai envie de te dire qu'il a déjà récupéré la situation avec une petite avance désormais au championnat du monde. Je pense qu'il est désormais enfin, il a toujours été très à l'aise dans la Red Bull, mais il est quand même plus à l'aise. Parce qu'à Jeddah, par exemple, parfois il avait du mal sur les changements de direction. Là, on sent que la voiture est beaucoup plus stable. La fiabilité a l'air d'être trouvée chez Red Bull. Ils ont beaucoup moins de problèmes de fiabilité. Et là, maintenant, ils sont un peu au-dessus, me semble-t-il, de Ferrari en termes de résultats. Et ils ne sont pas énormément menacés. Je pense qu'il n'y a pas assez d'adversité pour le moment. Il devra quand même se méfier de Sergio Pérez, qui lui aussi enchaîne les bons résultats. À part son abandon à Bahreïn, hein, Sergio Pérez, c'est que des top 5. Donc c'est aussi très intéressant ce que fait le Mexicain. Mais du côté de Max Verstappen, c'est la menace peut-être la plus importante. Je pense quand même qu'il est, on le sait, numéro 1 dans cette équipe Red Bull. Bon, après, c'est du solide. C'est du solide. Alors même moi qui suis pas fan absolu de Verstappen, tu peux pas dire qu'il fait du mauvais travail. Il fait du très bon travail. Il enchaîne les résultats. Red Bull fait également du bon job. La voiture semble performante. Lui, il est au top. Voilà, ça vaut un 19 sur 20. Je continue avec Pérez. J'enchaîne avec Pérez, son équipier. J'ai mis 18 sur 20 pour Pérez. Peut-être encore un peu trop en retrait en qualification. Ça, c'est vrai que c'est un domaine où il doit encore progresser. Le Mexicain, par contre, le dimanche, on connaît son talent pour être très bon le dimanche. Et puis sa victoire à Monaco. C'est vrai que c'est une magnifique victoire. Deuxième 3 fois cette année également, 4e 2 fois. Pas grand chose à dire sur la saison de Pérez, encore une fois, améliorer ses qualifications. Ça devient peut-être l'adversaire numéro 1 avec Leclerc de Verstappen. Verstappen, il a une petite marge pour le moment, mais il faudra quand même faire attention à ces 2 pilotes-là parce que Sergio Pérez est remonté comme un coucou. En plus, il a maintenant une chose qui est quand même actée, c'est qu'il a prolongé son contrat. Ça va lui enlever un poids important sur les épaules. Il serait renouvelé jusqu'en 2024, Sergio Pérez. Donc en plus, il a un peu la sécurité de l'emploi. Donc ça va peut-être lui permettre de prendre un peu plus de risques. Et puis, c'est peut-être le premier adversaire de Verstappen qui a une telle aura dans la même équipe que Verstappen. Il est très apprécié aujourd'hui, Pérez, chez Red Bull. Or, c'était pas foncièrement le cas de Pierre Gasly, de Albon, même Ricciardo sur la fin, c'était plus trop le cas non plus, on sentait qu'il y avait des tensions. Là, Verstappen, il est un peu menacé en termes d'aura par rapport à Pérez, parce que Pérez, je pense, doit être quelqu'un d'assez sympathique ou doit réussir à engendrer de la sympathie, et on sent que son équipe est très soudée autour de lui. Et c'est pas toujours facile quand vous avez un adversaire solide face à vous. Ça peut faire paniquer à un moment Verstappen et le conduire à faire des erreurs. Donc on verra comment ça va se passer dans les prochains Grands Prix. Mais Pérez, voilà, 18 sur 20. Leclerc, 18 sur 20.
Dommage là la mauvaise série, on va dire. Surtout Espagne et Monaco. L'abandon en Espagne coûte cher alors qu'il avait 15 secondes d'avance et qu'il avait un super rythme en course. Ils ont mis des améliorations en place, notamment pour taper moins dans les pneus. On l'a un peu vu en Espagne. Le problème, c'est qu'il y a eu l'abandon quand même à mi-course. On aimerait voir ce que ça va donner en Azerbaïdjan au Canada. Est-ce qu'il y aura des grosses évolutions moteurs également du côté de chez Ferrari, ce qui pourrait leur permettre de reprendre un peu l'avantage en ligne droite. Et puis, il va pas falloir faire d'erreur de stratégie. C'est vrai que la stratégie a été catastrophique à Monaco. Ils se sont fait complètement avoir. Et ça fait quand même depuis quelques courses où en plus les arrêts au stand ne sont pas fous du côté de chez Ferrari. Donc tu enchaînes mauvaise stratégie, arrêt au stand. Parfois on fait des erreurs, peut-être une voiture un peu moins bonne que la Red Bull. J'ai peur qu'ils retombent un petit peu dans leur travers du côté de chez Ferrari. C'est pour ça que j'aimerais que du côté de Charles Leclerc, on arrive à retrouver des solutions du côté des Ferrari, des solutions techniques. Et après Charles Leclerc, il fait un bon début de saison. Malgré sa 4e place et son abandon, il est qu'à 9 points de Verstappen. Donc c'est encore totalement jouable pour le championnat du monde. Mais j'ai un peu peur que Red Bull soit un peu devant Ferrari en termes de performance sur la majorité du circuit. Et si Ferrari n'arrive pas à travailler et à faire évoluer correctement sa voiture, ça peut les faire baisser dans la hiérarchie dans les semaines et dans les mois à venir. Je continue avec George Russell, 15 sur 20. Pourquoi je mets une aussi bonne note à George Russell? Certains diraient il est que 4e du championnat du monde, seulement 2 3e places. Oui, mais c'est l'un des pilotes les plus réguliers. C'est l'un des rares pilotes qui n'a pas encore abandonné aussi. Quand on avait peur de la fiabilité chez Mercedes, pour le moment, les 2 Mercedes n'ont pas abandonné une course. Donc là, ça montre également une belle satisfaction. Le problème, c'est le manque de performance de la Mercedes. C'est surtout que chez Mercedes, on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça, c'est le plus difficile. À Monaco, la voiture était assez inconduisible, il faut le dire. Elle rebondissait de partout. Alors qu'en Espagne, ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai l'impression que c'est un pas en avant, 3 pas en arrière du côté de chez Mercedes. Donc c'est pas facile. L'avantage de Russell, pourquoi je mets aussi une aussi bonne note, c'est qu'il bat son coéquipier, cette fois champion du monde, qui sont pas nombreux à avoir battu Hamilton sur une première partie de saison. Il y a lui et Rosberg. Donc ça montre quand même un petit peu le talent de Russell. Et puis solide dans les résultats, très constant. Dès qu'il a l'opportunité de monter sur le podium, il monte sur le podium. S'il n'a pas l'opportunité, il n'essaye pas de prendre des risques. Et puis surtout, il s'est mieux adapté à cette voiture que Lewis Hamilton. Maintenant, il devra attendre que Mercedes fasse des grosses améliorations. Est-ce que Mercedes arrivera à trouver la solution? Moi, je le pense. Je pense que c'est une équipe qui a montré quand même qu'elle était capable de rebondir. Mais bon, c'est pas toujours facile non plus. Et puis, peut-être que chez Mercedes aussi, on commence à changer un petit peu l'organigramme. J'ai l'impression que Peter Pennington prend de plus en plus d'importance et que Toto Wolff est un peu plus en retrait du côté sportif. Donc voilà, on est peut-être en train de voir des petites modifications chez Mercedes avec cette saison qui est en demi-teinte. Norris, 15 sur 20 aussi, il sauve un peu la maison McLaren. Avec quand même un podium en Émilie-Romagne, 7e en Arabie Saoudite, 5e en Australie, 8e en Espagne, 6e à Monaco. Heureusement qu'il est là pour sauver un petit peu McLaren, parce que c'est vrai que Ricciardo est beaucoup plus en difficulté. La McLaren n'est pas si folle que ça en termes de performance. Je pense que c'est l'une des rares équipes qui a vu son écart augmenter par rapport aux meilleurs, par rapport au top team. Mais on s'attendait à pire du côté de chez McLaren, vu ce qu'on avait vu lors de la première course. C'est vrai que la première course avait été extrêmement compliquée. Les tests à Bahreïn n'avaient pas du tout été fructueux. Il y avait même des problèmes de fiabilité aussi
notamment au niveau des freins. Là, ça va beaucoup mieux du côté de Lando Norris. Malgré tout, il manque un peu de performance à cette McLaren, mais on travaille dessus. Mais c'est compliqué de faire des évolutions quand votre équipier est autant à la ramasse. Quand il y a autant d'écart de performance entre vous et votre équipier, il fracasse Ricciardo, ça c'est clair et net. Et ensuite, Norris, oui, c'est le leader maintenant chez McLaren. Bon, est-ce qu'il pourrait avoir l'opportunité d'aller dans une autre équipe? Je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt à aller chez Alpine ou chez Aston. Si il y avait une place qui se libérerait chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et après, il faudrait voir aussi les évolutions, la manière dont évolue McLaren. Et vu le travail qu'a fait Zak Brown, je pense que quand même McLaren est plutôt dans une bonne situation. Magnussen, j'ai mis 14 sur 20. Magnussen qui est au championnat du monde. Pourquoi j'ai mis 14 sur 20 à Magnussen qui est 10e du championnat du monde? Je rappelle que ce pilote-là ne devait pas participer cette saison à ce championnat-là. Il devait plutôt se concentrer avec Peugeot en endurance. Je rappelle que Magnussen est largement devant Schumacher. Alors certes, il y a eu 2 abandons, que ça soit à Monaco et que ça soit à Miami. Mais il y a quand même des points, notamment sa 5e place à Bahreïn. C'est digne d'un conte de fées, mais il fait quand même 9e aussi à Jeddah, puis 9e en Émilie-Romagne. Alors on voit que cette As est pas très constante sur tous les circuits où elle va. Il y a des circuits où elle est beaucoup mieux que d'autres. C'est vrai que notamment à Monaco, notamment en Espagne, la As n'était pas très performante. Donc on verra ce que ça va donner en Azerbaïdjan et Canada pour Kevin Magnussen. Mais pour un mec qui ne devait pas faire le début de saison, qui arrivait vraiment au tout dernier moment, qui n'avait pas de programme prévu en Formule 1 cette année, c'est vraiment formidable ce qu'il arrive à faire le Danois et surtout fracasser à ce point Mick Schumacher, il ne faut pas le négliger aussi. Albon, 14 sur 20, là aussi. Très bon début de saison de la part d'Albon, qui marque quand même des points à 2 reprises avec la Williams. Bon, George Russell l'avait dit, l'a dit en interview, quand Williams lui avait dit on prend Albon, il avait tout de suite acquiescé, il avait dit c'est une très bonne chose parce que le Thaïlandais est un bon pilote. Mais je trouve que il montre enfin son vrai talent. C'est vrai que moi je trouve qu'il était monté très vite de AlphaTauri, de Toro Rosso à l'époque à Red Bull, que ça avait été une énorme erreur. Je pense que vraiment Red Bull n'avait pas été très inspiré. C'est-à-dire qu'il avait 6 mois de Formule 1, une dizaine de Grands Prix, on le mettait tout de suite dans l'équipe 1, alors que Pierre avait été en difficulté avec plus d'expérience. Donc je pense que c'était pas forcément la bonne solution. Après, bon, il s'est un peu fait virer de Red Bull pour laisser la place à Tsunoda. Faut le dire. Il s'est fait un peu virer de Toro Rosso. Il revient quand même d'une année en DTM, ce qui n'a rien à voir avec la Formule 1, surtout aujourd'hui, je rappelle que le DTN, ce sont des GT3. Et il arrive quand même à être performant assez vite, devant son équipier, en même temps c'est Latifi, mais à marquer des points, avec une voiture qui n'est pas très bien née. Je pense que la Williams n'est pas sensationnelle cette année. Donc c'est vraiment du très bon travail que fait le Thaïlandais. On va voir ce que ça va donner maintenant dans les semaines à venir, s'il arrive à faire remonter encore plus vite cette Williams. On passe tout de suite au pilote moyen, pardon. Du côté des pilotes moyens, je commence avec Carlos Sainz, 12 sur 20 pour Carlos. Pourquoi, malgré une 5e place au championnat du monde, il devrait être déjà devant George Russell? Il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment le Grand Prix en Émilie-Romagne, où il enchaîne crash sur crash. Et puis il est quand même en retrait par rapport à Leclerc, même si à Monaco c'était peut-être un peu moins important que sur d'autres courses. Il n'arrive pas à avoir le niveau de performance de Charles Leclerc, et puis beaucoup trop d'erreurs
Pour le moment, il doit être au moins à 4 ou 5 crashs depuis le début de saison. C'est beaucoup trop. Ce qui fait qu'il est un peu derrière quand même au championnat du monde. L'écart est quand même déjà là par rapport à son leader. Alors est-ce que les deux sont traités à pied d'égalité encore aujourd'hui? Je le pense, mais ça ne sera pas le cas très longtemps, surtout si Red Bull devient plus performant. Et puis surtout, il y a un écart quand même de performance. On le sent moins à l'aise dans cette voiture que Charles Leclerc. Et ça, c'est un peu un problème. Alors est-ce qu'il a du mal avec ces nouvelles Formule 1 qui ne conviennent pas forcément à son pilotage et qu'il est en train de s'adapter, ou est-ce que c'est la Ferrari qui convient plus à Charles Leclerc qu'à lui? Mais autant l'année dernière, je l'avais trouvé très bon, on en avait parlé en fin de saison, autant là, je trouve que le pilote espagnol est un peu plus en difficulté. Mais le fait d'avoir une première partie de saison difficile, s'il arrive à se le relever, à retrouver du niveau de performance, ça peut être vraiment très bon pour lui, notamment au niveau mental. Je continue avec Sébastien Vettel, 12 sur 20 aussi pour Sébastien Vettel. Bon, il fait avec le matos qu'on lui donne, hein. Vettel, 15e du championnat du monde. L'Australie a été compliquée pour Vettel. Il revenait aussi de 2 courses, d'une longue période de Covid. C'est vrai que l'Australie n'a pas été facile. Il n'était pas du tout dans le coup. Voilà, il fait des erreurs qui ne doivent pas être réalisées à ce niveau-là, la compétition. Mais il prend quand même la 8e place en Émilie-Romagne. C'est pour moi une course importante au niveau de son rythme de course. Après, derrière, l'Aston n'est pas sensationnel. Donc, c'est compliqué d'être performant dans ce genre de situation quand votre voiture n'est pas sensationnelle. Aujourd'hui, la Red Bull, la Aston Martin, pardon, n'est pas bonne. Donc comment faire avec une voiture pas bonne? C'est un petit peu compliqué quand même. Alors certes en Formule 1 je dis le pilotage est très important, mais là très clairement la voiture n'est pas bonne et il va falloir vraiment progresser du côté de chez Aston Martin. C'est quand même décevant parce que là aussi c'est une équipe qui a du mal je trouve à progresser dans la hiérarchie depuis son rachat. On poursuit avec Alonso, 12 sur 20 aussi. Pas aidé par les problèmes techniques. Il a beaucoup de rythme, notamment en qualification. Notamment sur les qualifs, il fait vraiment du très très bon travail pour le moment, Fernando. Par contre, en course, parfois le rythme est moins bon que celui d'Esteban Ocon. Et surtout, pas mal de pépins techniques. Il est 13e au championnat du monde quand Esteban Ocon est 9e. Là aussi, il y a une petite différence. Mais ce qui m'impressionne quand même avec Alonso, c'est toujours cette motivation qu'il a. C'est cette rage de vaincre, cette envie. C'est impressionnant aujourd'hui ce qu'il arrive encore à faire à son âge. Il aurait pu arrêter la Formule 1 il y a 5 ou 6 ans au moins. Il est reparti, il a vécu des moments difficiles en Formule 1. Et il arrive toujours à être là, à être motivé, à faire vraiment du très bon travail. Donc c'est ça aussi qui est très fort de la part de Fernando Alonso. Et je trouve que Monaco, par exemple, il fait une très belle course du côté de Monaco. Il gère très très bien, notamment Hamilton. Il y a une belle passe d'armes entre lui et Hamilton. Et il a toujours cette rage de vaincre. Ça fait quand même 2 grands prix, les 2 derniers grands prix dans les points aussi pour Fernando Alonso, donc peut-être que cette période de Shkumun est un petit peu passée pour le pilote espagnol. Hamilton, 11 sur 20. C'est compliqué Hamilton, certains vont dire je suis sévère avec Hamilton. Moi j'ai un problème avec Hamilton, c'est l'écart de performance qu'il a avec Russell. On va me dire la Mercedes n'est pas exceptionnelle. Oui, la Mercedes est difficile à piloter, ça c'est clair et net. Pourquoi Russell arrive à mieux s'en sortir que lui? Là, ça fait un peu mal. Et puis surtout, j'ai l'impression sur la première partie de saison du moins, sur les tout premiers Grands Prix, il était démotivé. Là, ça va un peu mieux, notamment son Grand Prix d'Espagne, où il a été très solide. Mais je trouve qu'à certains moments, j'ai vu de la démotivation, beaucoup d'énervement aussi pour Lewis Hamilton, alors que je pense que dans ce genre de situation, un pilote numéro 1 doit apporter du calme à son équipe parce que
son équipe est perdue. Son équipe est aussi déçue parce que il dominait et il ne domine pas en ce moment. Mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'énerver autant. Et je pense que ça ne fait pas avancer le schmilblick et que ça pénalise même l'équipe. Et puis du côté de Hamilton, moi j'ai trouvé que le rythme de course n'était pas suffisamment bon. Alors parfois en qualif, il arrive à faire une petite merveille, mais en course, c'est quand même très dur. Alors certes, la voiture est difficile à piloter, mais elle est difficile à piloter également en qualif. Donc pourquoi il y a autant de différences de performance, je trouve, entre la qualif et la course? Ça, c'est, je trouve, inquiétant. Après, ça a quand même été quelques fois le cas pour Hamilton. Je pense notamment chez Mercedes en 2013, mais même chez McLaren en 2009. Quand il était en difficulté, parfois il arrivait à faire des merveilles en qualif. Par contre, en course, c'était plus compliqué. Alors après, la Mercedes de 2013, il faut quand même se rappeler qu'elle détruisait notamment ses pneus arrière. Tsunoda, 11 sur 20. C'est une meilleure note que Pierre Gasly. Du côté de Tsunoda, il y a eu peut-être un peu plus de bons résultats. Moi, j'avais bien aimé son Grand Prix d'Émilie-Romagne. Peut-être aussi un peu moins embêté par les soucis de stratégie que son équipier. Hein, il faut le dire. Mais du côté de Tsunoda, je trouve qu'il y a eu quand même quelques bons résultats, quelques courses où il a fait du bon travail. Alors dommage d'Arabie Saoudite. Monaco aussi, où il n'a pas été très en réussite. Après, Monaco, c'est quand même un circuit atypique. Surtout que lui, je crois, ne l'avait pas fait en F2 à l'époque. Donc, c'est pas facile aussi quand tu n'as vraiment pas d'expérience sur cette piste. Et puis, il y a eu Miami, par exemple. Bonne course fantastique. Enfin voilà, en termes de résultats, sur certains Grands Prix, ça aurait pu être mieux, encore pour Tsunoda. Mais je trouve qu'il y a quand même du progrès et surtout un peu plus de régularité dans les performances de Tsunoda par rapport à l'année dernière où c'était un petit peu tout feu tout flamme. Zhou, 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20? C'est difficile, hein? Seul débutant cette année, Zhou. J'aurais mis un peu plus de points si depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il n'était pas un petit peu plus en difficulté. Alors déjà, je trouve qu'il y a quand même un écart avec Bottas qui est un peu trop, qui reste important en termes de rythme en qualif, mais également en course, mais surtout en qualif. Ça, il va falloir quand même trouver un moment de la vitesse. Il y a eu quand même l'Émilie-Romagne où il se crache avec Gasly. Bon, voilà, c'est quand même une tentative de dépassement très risquée. Miami, Espagne, là aussi, 2 abandons pour le pilote chinois. Et puis une 16e place seulement à Monaco. Voilà, il y a un enchaînement de résultats qui n'est pas excellent en ce moment pour Zhou. Donc c'est pour ça que j'aurais pu mettre 12 ou 13. Mais comme là, on est un peu sur des enchaînements de résultats qui ne sont pas bons, je suis descendu à 10 au niveau de la note du pilote chinois. Après, voilà, il marque quand même un point dès son premier Grand Prix. Mais j'ai envie de dire que Tsunoda aussi, il l'a fait. Et on ne peut pas dire qu'il ait fait une grande première saison. Donc j'espère que ça ne sera pas le même souci que Tsunoda. Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de maturité chez Zhou. Et surtout peut-être un peu plus de professionnalisme. Il est beaucoup plus calme. Voilà, il ne s'agite pas dans tous les sens comme pouvait le faire Tsunoda. Ce qui m'énervait terriblement l'année dernière. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 4 bonnets d'âne pour finir. Je commence avec Daniel Ricciardo. 11e du championnat du monde. Heureusement qu'il y a eu l'Australie. Pour Daniel Ricciardo. Trop de différence de performance avec Norris. C'est, je pense, l'équipier qui est le plus dominé pour le moment, Ricciardo. Alors certes, en début de saison, on pouvait dire il paye le fait qu'il n'ait pas fait les tests à Bahreïn. Certes. Au bout de 6-7 courses, on ne peut plus mettre ça en avant. Il n'y a pas de confiance. McLaren le critique ouvertement. Donc c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Si vous entendez un petit peu de bruit de pluie, vous inquiétez pas, c'est enfin voilà, il y a des seaux d'eau qui sont en train de tomber à côté de chez moi là. Mais du côté de Ricciardo,
Il y a trop de différences de performance quand dans votre équipe même vous êtes critiqué. Or, bon, j'ai pas l'impression que Zad Brown soit le mec qui critique le plus au monde, soit le mec le plus. C'est pas Red Bull quoi, McLaren, je pense. Donc, donc c'est que c'est pas top. Puis quand vous êtes critiqué en interne de toute manière, c'est très difficile pour vous de vous relever. Et puis bon, Ricardo, encore une fois, sa première saison chez Renault l'aide pas dans ce genre de situation. Pour le moment, quand même, Ricardo, à part la victoire à Monza, il n'y a pas grand-chose chez McLaren. Et on s'aperçoit que c'est un pilote qui n'arrive pas à s'adapter. Donc, si je suis Aston Martin, par exemple, ou si je suis, je ne sais pas très quelle autre équipe qui pourra avoir envie si je suis par exemple Williams, je me dis pas je vais recruter Ricardo. Je me dis il va falloir peut-être une saison, un an, avant qu'il soit un petit peu performant. Je peux pas attendre autant. Donc j'ai peur que pour Daniel Ricciardo, ça soit la fin de carrière en Formule 1. C'est dommage parce que très bon pilote. Ricciardo aujourd'hui, il n'y a pas assez de performance. Tu te dis quand même, il peut presque regretter qu'il y a un moment, il y avait quand même Ferrari qui le courtisait quand il était chez Red Bull et il n'avait pas été chez Ferrari. Tu te dis qu'il y a des moments, il a peut-être fait un mauvais choix de carrière. Mais voilà, actuellement, Ricciardo, il met trop de temps à s'adapter aux voitures. Alors maintenant, l'avantage, c'est que quand vous arrêtez en Formule 1, vous avez la Formule I, vous avez l'endurance, vous avez l'IndyCar, vous avez quand même des belles possibilités aujourd'hui de rouler et dans des belles catégories également. En Australie, il y a également le V8 Supercar. Donc il y a des opportunités pour Daniel Ricciardo. Mais bon, voilà, c'est un bon pilote qui, je pense, est un peu passé à côté de sa carrière. Daniel Ricciardo, normalement, bon, il aurait dû être vice-champion du monde, au moins sur le podium d'un championnat du monde. Et au moins champion du monde, quoi, même encore plus que sur le podium. Je pense qu'il avait les qualités requises pour être champion du monde. Bon. Quand tu vois la saison qu'il fait avec la Red Bull de 2014, tu te dis qu'il y avait quand même mieux à faire. Schumacher, 5 sur 20. C'est pas bon. Alors déjà, en termes de performance, c'est pas top. Dominé par Magnussen, qui, je rappelle, normalement ne devait pas courir. Ça, c'est déjà pas bien. Pas bien pour ta gueule. Mais en plus, les crashs, ils coûtent cher à l'équipe, là, quand même. Alors, je sais qu'il y a eu des estimations de l'ordre de 3,5 millions de pièces. Je ne sais pas. Mais quand on a désormais les budgets capés, on ne peut plus avoir des pilotes kamikazes. Et aujourd'hui, Mick Schumacher, il se crache beaucoup trop. Mais est-ce que je suis très surpris par les difficultés qu'a Schumacher? Pas foncièrement. Pour moi, Schumacher, s'il n'a pas le nom Schumacher, il ne serait pas en Formule 1 aujourd'hui. Certains disent le fait d'avoir un nom de personnalité, c'est compliqué, sauf que Schumacher, ça lui a ouvert les portes en grand. En F3, il arrive directo chez Prema, alors que ses performances en F4 n'étaient pas non plus si foufou que ça. En F3, donc à ce moment-là, les portes grandes ouvertes. En F2, il est chez Prema. Encore, première année catastrophique quand même en F2. À part sa victoire, je sais plus, je crois que c'est lors de la manche sprint en Hongrie. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien de potable. Et déjà pas mal d'incidents, de crash, enfin de bêtises. Deuxième saison, beaucoup mieux, même s'il y a encore quelques bêtises. Mais pourquoi elle est meilleure sa deuxième saison? Parce qu'il prend juste des bons départs, avec une voiture qui est récalcitrante au niveau de l'embrayage. Si la F2 était un peu plus facile au départ et un peu plus facile d'utilisation au niveau de l'embrayage, je pense que c'est Callum Elliott qui est champion de F2 cette année-là. Et je pense que du côté de chez Ferrari, on a fait une erreur, c'est que on a gardé Giovinazzi trop longtemps, alors qu'il aurait fallu mettre Mick Schumacher chez Haas par exemple,
et Callum Elliott chez Sauber. Il aurait fallu et mettre les deux en opposition par rapport à leur travail, par rapport à leur niveau de performance. Sauf que on a décidé que Callum Elliott n'irait pas en Formule 1. Or, Callum Elliott, certes, était encore un peu tendre, mais c'est un pilote qui était excellent en qualification, en course un peu moins rapide, mais là, Schumacher, bon, il y a un grand niveau de performance pour le moment. Et puis, du côté de Mazepin, ça montre que Mazepin était vraiment très mauvais. Parce que vu comment il a dominé Mazepin l'année dernière, et vu comment il se fait manger par Magnussen, c'est que Mazepin était vraiment un mauvais pilote. Donc Mazepin, je pense qu'il aura du mal, à part s'il arrive à obtenir un gros budget, à être dans une catégorie importante des sports mécaniques. Stroll, 4 sur 20. Bon, bah Stroll, déjà, il y a l'erreur au Grand Prix d'Australie. Bon, après, il a fait 2 fois 10e, mais il est quand même derrière Vettel au championnat du monde, alors que Vettel a raté 2 courses. Il est derrière Sébastien Vettel, alors que Vettel a quand même abandonné 2 fois. Alors certes, peut-être un peu plus calme qu'auparavant, mais de toute manière, Stroll, enfin voilà, c'est pas un champion du monde en puissance. Bon, il est là grâce à l'argent de son père. Alors certes, il est un peu passionné de Formule 1, mais il y a trop de lacunes. Donc à un moment, on ne peut pas passer outre le fait que c'est un pilote qui a beaucoup trop de lacunes. Et puis je termine avec Latifi, 2 sur 20 pour Latifi. Bon. Latifi, pas grand chose à dire, à part que c'est une catastrophe. Qu'il a déjà du mal à garder la F1 sur la piste, donc c'est pas pour être rapide. Et puis qu'en termes de niveau de performance, c'est le néant, quoi. C'est le néant. Là encore, Albon en début de saison, il n'avait pas couru en F1 pendant 1 an. Et ben Latifi se fait bouffer. Alors, il n'est pas à l'aise avec la voiture. Bon, ok, d'accord. Mais de là à avoir un tel écart de performance, non. Bah, sur certaines courses, parfois, il est quand même complètement largué. C'est pas normal. Donc, il y a un moment, il faut aussi se remettre en question. On passe tout de suite au championnat pilote pour vous le montrer. Hop, championnat pilote. On commence. Max Verstappen en tête avec 125 points devant Charles Leclerc 116. Sergio Perez est à 110. Donc 15 points de retard seulement, donc c'est encore très serré. Derrière, on a un deuxième peloton avec George Russell, Carlos Sainz, 84 et 83 points. Derrière, encore un autre trio avec Hamilton qui a 2 points d'avance sur Norris et 10 sur Bottas. Je sais plus si j'ai parlé de Bottas, tiens. J'ai un doute. J'ai peut-être oublié Bottas. Bottas, je lui ai mis... J'ai dû oublier Bottas. Hein. Bottas, j'ai mis 15 sur 20. Voilà. Pas mal le pilote finlandais. 30 pour Ocon. Kevin Magnussen, 15 points. Pierre Gasly, 14. On passe tout de suite au championnat constructeur. C'est Red Bull qui domine avec 36 points d'avance sur Ferrari. Ensuite, Mercedes qui semble bien accroché à cette 3e place. McLaren, 4e. Qui mène un petit peu le middle pack. Avec 18 points d'avance sur Alfa Romeo, Alpine à 19 points de retard sur McLaren, 1 point de retard sur Alfa, et puis Alfa Tauri est 7e avec 17 points, juste devant Haas, donc là on est dans un autre peloton, et puis Aston Martin 7 points devant Williams qui a 3 points, mais rien encore n'est joué avec la deuxième partie de saison, hein. Il reste encore beaucoup de courses dans ce championnat du monde de Formule 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.